Bonjour à tous et bienvenue autour de votre grande table du lundi. La jalousie, selon Proust, moteur de l'imaginaire, grille de lecture du monde, de son monde en tout cas. La grande table des idées apporte aujourd'hui sa petite pierre à l'édifice imaginé par France Culture sous la forme d'un podcast Proust à l'occasion des 100 ans de la mort de l'auteur de La Recherche. Invité dès 12h55, l'académicien Antoine Compagnon, grand spécialiste de Proust. Il sera donc avec nous pour cette grande table des idées. Mais d'abord, la suite des aventures de Borot, le célèbre reporter photographe inventé avec Jean Vautrin par notre premier invité, Dan Franck. Prix Renaudot pour La Séparation. À 69 ans, l'écrivain et scénariste nous plonge avec ce nouvel opus, Borot, Est-Ouest, chez Fayard-Grasset, en pleine guerre froide. Il est pour l'heure notre invité à écouter en direct sur France Culture jusqu'à 12h30 ou en nous rejoignant sur le fil de vos podcasts. France Culture, la grande table, Olivia Gesbert. Et bonjour Dan Franck. Bonjour. Bonjour, bienvenue à vous. Borot, Est-Ouest, c'est donc le 9e opus des aventures du reporter photographe que vous avez imaginé avec Jean Vautrin et premier signé de vos deux noms, mais écrit sans votre complice décédé il y a 7 ans. D'où la distance peut-être qui sépare ce volume du dernier volume que vous aviez co-signé ensemble à l'époque et écrit à 4 mains. Oui, on a imaginé Borot il y a très longtemps, il y a plus de 30 ans, et on a écrit ensemble à 4 mains selon une méthode qui était la nôtre, qui était très particulière et assez intéressante, originale, je dirais. Et puis Jean n'est plus là et donc j'ai hésité longuement. J'avais envie d'écrire en fait sur la guerre froide et sur la naissance du mur de Berlin. Vous avez hésité 13 ans depuis la Dame de Jérusalem. Parce que c'est pas facile 7 d'abord. 7 ans depuis la mort de Jean Vautrin. Ouais. Alors même si la Dame de Jérusalem, par exemple, je l'avais écrit seul parce que sur les 3 derniers tomes, on écrivait chacun un tour de rôle et on signait Franck et Vautrin, raison pour laquelle j'ai et sur la Dame, cette tradition. Sur la Dame de Jérusalem, il ne vous avait pas relu, vous ne lui avez pas tendu les pages. On se relisait, mais c'est en fait celui d'avant on l'avait écrit, c'est lui. Moi j'avais écrit La Dame de Berlin. Je pensais qu'on écrirait ensemble Est-Ouest, Borot Est-Ouest. Donc il y a eu ça, et il y a eu aussi le fait que quand on a inventé Borot reporter photographe, il avait 20 ans. On était au moment de la montée du nazisme en 1933, et l'idée de Borot, c'est de renouer avec le roman populaire, c'est-à-dire la grande tradition française de Dumas, Eugène Sue. Et on raconte l'histoire, c'est-à-dire que chaque tome raconte un moment de cette histoire. Et donc, je me suis attelé à la guerre froide, mais mon personnage n'a plus 20 ans, il en a 50, donc c'est pas le même. Il a grandi avec nous. Et donc, c'était pas simple de le faire grandir, c'est-à-dire, c'est plus le garçon intrépide qu'on a connu qui va au combat, il y va d'une autre manière, il est plus réfléchi, il est plus protecteur, il s'est entouré de jeunes gens qui l'aident à grandir dans la vie. Il a grandi avec vous, il a un peu vieilli aussi avec vous, ce personnage, mais il reste d'une nature chevaleresque, comme vous le racontez dans ce nouvel opus. Ma mère me le reprochait suffisamment, dit-il, Borot, votre personnage. Dans une très belle préface, un Vautrin blues tel que vous l'avez intitulé, vous racontez quand même la fabrique de ce héros, la fabrique de cette écriture à 4 mains, qui a été celle qui vous a donc motivé pour ce nouvel opus. Vous racontez que Borot est né lors de votre première rencontre à Vautrin et vous, d'un serment d'alcoolique. Nous inventerions un personnage humaniste, porte-parole des battus de l'histoire, engagé dans les combats de son époque. Alors voilà, ce qui se passe, c'est que souvent ce type de serment tombe à l'eau, la nuit passée, l'alcool digéré. Le vôtre s'est concrétisé. Qu'est-ce qu'il y avait vraiment entre vous deux, Dan Franck ? C'était une fraternité dans l'écriture et une conscience commune. Oui, c'est-à-dire qu'on ne peut pas écrire... D'abord, je ne crois pas qu'on puisse écrire à deux sans avoir une grande admiration l'un pour l'autre. Ça me paraît... Jean était extrêmement humaniste et c'est vrai qu'on était d'accord sur les grands combats à mener, sur nos colères étaient les mêmes, notre regard sur l'histoire était le même aussi. C'est-à-dire Borot, par exemple, dans les tomes antérieurs, il est résistant pendant la guerre, il est du côté des Républicains et du Front populaire pendant la guerre d'Espagne, il arrive en Israël dans La Dame de Jérusalem
tome, donc l'avant-dernier, il est, c'est un peu plus compliqué parce que le camp des bons et des moins bons est plus difficile à définir. Et là, dans Boro Est-Ouest, on est donc en pleine guerre froide et je pense que Jean aurait fait la même chose, c'est-à-dire qu'il est du côté des gens qui sont maltraités, enfoncés, criminalisés et assassinés par le régime stalinien, ce qui se passe aujourd'hui. En fait, ce qui est absolument incroyable, c'est que j'ai écrit ce livre il y a 2 ans, et ça raconte notamment Budapest en 1956 et le poids de la guerre froide entre l'Europe, je dirais, libérale, et puis l'Europe de l'Est, et donc Berlin, mais aussi Moscou. Et aujourd'hui, on est dans la même histoire, quoi. C'est une histoire catastrophique, terrible. Et c'est cette espèce de... Enfin, je ne suis pas omniscient, je n'avais pas du tout prévu ça, personne n'avait prévu, mais je tombe vraiment par hasard dans ce drame historique qui est le nôtre aujourd'hui et que je raconte au moins les origines ou une partie des origines dans les années 50-60. Sachant que quand on avait développé la guerre d'Espagne, dans le temps des cerises, qui était le 2e tome, on disait déjà la même chose. Boro avait compris que Staline n'était pas le grand libérateur, de même que Poutine n'est pas le grand libérateur d'aujourd'hui. Mmh. Pour ce nouvel opus, ce nouveau tome, depuis La Dame de Jérusalem, donc paru en 2009, vous avez un tout petit peu accéléré la chronologie, hein, et on retrouve aussi ce qui fait votre patte à vous, d'Anne Frank, ce regard à l'est ou vers l'est, qui se lit jusque dans le patronyme de Boro, hein, Blémia Borowitz, et ça se confirme dans les mots de Jean Vautrin. Tout est hautement symbolique finalement dans Boro. Et si Boro vient d'Europe centrale, ça n'est pas par hasard. C'est à cause, entre guillemets, de d'Anne Frank, qui a quand même des attaches avec l'Europe centrale, parce que bon, le berceau de sa famille est plutôt bessarabien que français. Et puis d'autre part, c'est parce que, historiquement, et là nous collons l'histoire avec soin, quand on écrit des Boro, tous les grands photographes de l'époque venaient de Hongrie. Kertész, Brassai, Capa, tous ces gens-là viennent de là-bas. Voilà, ça c'était important pour vous, que ce personnage-là porte cette partie de l'histoire en lui, dans son identité aussi. C'est un regard particulier posé sur le monde quand on vient, comme Boro, de l'Est de l'Europe. On a le sens de l'histoire, on a surtout le sens du déracinement, parce que tous les photographes dont parlait Jean, qui sont des photographes, des artistes extraordinaires, sont tous venus la plupart de Hongrie, et il y a eu des vagues migratoires qui étaient importantes, et les cultures se sont beaucoup mêlées, les cultures de l'Est, les cultures de l'Allemagne de l'Est. Donc l'Europe est un monde très composite, et je pense que cette histoire-là, l'histoire des pays de l'Est, qui est une histoire assez tragique au fond, c'est une histoire très morcelée, c'est une histoire, et je pense qu'en tout cas elle nourrit le personnage de Boro, parce que ça se traduit dans sa psychologie. C'est sans doute pour ça aussi, parce qu'il a connu dans sa famille on a connu les pogroms, on a connu les exclusions, et c'est sans doute pour ça qu'il a choisi de défendre, comme Capa d'ailleurs, hein, comme Capa qui est un vrai modèle pour nous, il a choisi de défendre les humiliés et plutôt les petites gens. De Capa à Koudelka jusqu'à Enki Bilal, hein, qui n'est pas photographe, mais le dessinateur qui a prêté son crayon pour imaginer le visage et l'allure de votre héros Boro sur les couvertures. On a une histoire très particulière avec Enki Bilal, d'abord parce que c'est vrai que c'est lui qui a fait toutes les couvertures de Boro, c'est lui qui m'a trouvé le titre Boro Est-Ouest. J'ai travaillé avec lui, on a fait des films ensemble, et il est parfaitement intégré, c'est-à-dire que quand on regarde le Boro dessiné par Bilal, on ne peut pas inventer un personnage qui serait blond, qui serait chevelu, Boro c'est Bilal quelque part. Donc, en fait, on formait comme une espèce de trio avec Jean, Enki et moi, et maintenant, on se débrouille à 2. Il l'a imaginé comment pour cette couverture complètement enserrée dans des fils barbelés qui évoquent sous votre plume, d'Anne Frank, la création du mur de Berlin aussi, hein, dans ces années-là, avec dans son dos une belle femme pianiste, ouais, en train de jouer, et ce mur qui est apparent déjà, et cette étoile. Étoile rouge. Étoile rouge.
Pour ce nouvel opus, donc, nous voilà partis sur les traces de l'histoire dans cette décennie 60. On y retrouve tous les ingrédients de cette période, le Mossad, les nazis en fuite en Argentine, Adolf Eichmann, la baie des cochons, le FLN algérien, la construction du mur de Berlin. Est-ce que ces années 60, d'Anne Frank, sont aussi celles pour vous de la confrontation aux fantômes de la première moitié du siècle, et notamment de tous ceux qui ne sont pas restés si tranquillement que ça dans leur placard après la Seconde Guerre mondiale? C'est-à-dire qu'on croyait être en paix, quelque part. On croyait être en paix. Il y a eu les années d'après-guerre, qui étaient des années de fête et de réjouissance et de compensation. Et puis arrive cette année-là. Moi, je dois dire que quand j'ai commencé, je pensais écrire sur uniquement la naissance du mur de Berlin, parce que c'est une affaire extraordinaire. La création des tunnels, la façon dont les gens passaient de l'Est à l'Ouest, la cruauté des Vaupeaux et des staliniens locaux. Et puis je me suis rendu compte que cette année-là, oui, en effet, il y a la capture d'Eichmann. Et là-dessus, je tombe sur un détail historique qui m'a amusé beaucoup, c'est qu'en fait, Eichmann était donc ingénieur chez Mercedes à Buenos Aires et il fallait absolument le reconnaître. Et Ben Gourion avait dit on peut l'enlever, mais il faut être sûr que ce soit lui. Or, on ne pouvait pas prendre son empreinte digitale. Et j'ai lu quelque part que la seule manière de distinguer, de reconnaître quelqu'un d'une façon sûre, quand on ne pouvait pas avoir ni son empreinte ADN, c'était d'avoir son oreille. Et donc, je me suis dit, reporter photographe, forcément, il va aller là-bas, il va aider à la capture d'Eichmann en prenant son oreille en photo. Et c'est vrai que c'est la suite de la guerre, la guerre n'est pas si loin, mais en même temps, les conflits ne sont pas les mêmes. C'est-à-dire que il y a la colonisation, il y a la guerre d'Algérie qui est aussi une chose extrêmement importante. Boro est du côté des porteurs de valises. Et pareil, la manière dont on trafique les voitures, dont on met de l'argent dans les réservoirs d'essence, une espèce de vie quotidienne de cette résistance-là, qui est donc pas la même résistance que celle de 40-45, mais qui tient beaucoup dans les détails et qui correspond aussi à cette écriture dont on a voulu qu'elle soit la nôtre, c'est-à-dire l'écriture un peu comme le roman populaire du 19e siècle, en fait. On a tout appris là. Moi, j'écris des séries, par exemple, ou pour la télévision aussi beaucoup. Et c'est, en fait, les règles de l'écriture des séries ou les règles de l'écriture des Boros sont exactement les mêmes. C'est-à-dire la puissance des personnages, le rapport à l'histoire et le fait qu'on doive être tout le temps haletant. Par exemple, le grand principe des séries, c'est de faire ce qu'on appelle des cliffhangers, c'est-à-dire on clôt un épisode de telle manière qu'on a envie d'aller voir la suite. Et au 19e, Théophile Gautier appelait ça les traquenards d'intérêt. C'est la même chose, en fait. Donc, il s'agit, c'est un mélange où on a envie de découvrir l'histoire et de la découvrir à travers une romance, à travers un roman. Là, ici, c'est l'histoire d'une jeune pianiste qui est enfermée dans les géoles de l'Est et qu'il s'agit de sauver. Et c'est toujours une lecture à 2 degrés. Vous avez une lecture d'aventure et vous avez aussi une lecture qui vous met face à l'histoire. Et c'est plus... C'est plus compliqué de faire un bon roman d'aventure qui s'inscrit dans le passé que dans le présent. C'est parce qu'il faut jouer avec cette matière et en même temps la respecter, ce matériau historique. Je trouve que le rapport à l'histoire est important. On ne conduit pas sans rétroviseur. Shakespeare disait lui-même, l'histoire est absolument fondamentale quelque part dans la vision qu'on peut avoir du monde. Et j'espère qu'en lisant Boro Est-Ouest et les autres, ça nous permet de comprendre des choses. Alors évidemment, je me sens quelque part plus à l'aise dans ce monde un peu virtuel, qui est un monde, mais qui a quand même existé, qui a forgé nos sociétés. Mais évidemment, c'est merveilleux de le faire aussi aujourd'hui. D'ailleurs, j'y arriverai peut-être. On est au tome 9. Je peux encore arriver à nos jours. Oui, si vous sautez quelques décennies, vous y arriverez même encore plus rapidement. Qui sait? Oui. Et vous n'avez pas encore provoqué, non, pas encore. Le hasard et complètement changé l'ordre du temps. L'importance de la mémoire aussi chez votre camarade Enki Bilal. On l'écoute. Mes personnages sont effectivement travaillés par cette mémoire, c'est-à-dire qu'ils sont à la fois les produits de mémoire collective, politique, géopolitique, mais ils sont aussi individuellement. Mais ils ont la mémoire est tellement importante finalement pour moi que
C'est comme une canne, comme quelqu'un qui aurait du mal à marcher. Grâce à la canne, une canne ou une béquille, il va pouvoir se tenir droit et marcher mieux. Moi, j'ai l'impression que la mémoire me sert à ça. Voilà, la canne. La canne de Borrow. La canne de Borrow et la canne de notre mémoire. Oui, alors la canne de la mémoire, ça nous permet en effet de nous appuyer sur ce qui existe pour avancer. Et la canne de Borrow, eh bien, c'est une arme, évidemment. Comme c'est un personnage héroïque, il s'en sert comme d'une arme, ainsi que son appareil photo, le Leica. Borrow ne va jamais, il ne se bat pas à main nue. Il utilise la vision, le rapport à l'œil est quelque chose de tout à fait fondamental, comme on voit bien d'ailleurs l'importance de l'image aujourd'hui. Et ce que disait Enki, c'est assez amusant parce que quand il écrit Bug, qu'on a adapté ensemble en série, quand il décrit Bug, c'est dans l'avenir, il est dans l'avenir. Mais en même temps, comme il le dit, il a absolument besoin d'un regard antérieur. Et Borrow reste dans le monde qui est presque celui d'aujourd'hui. C'est comme Flaubert qui décrit 48, 30 ans plus tard, quoi. C'est comme Eugène Sue qui décrit un monde qui est le monde qui est un petit peu antérieur. Voilà. Mais encore une fois, je pense que, en tout cas, Bilal et moi, on se retrouve sur ce constat. Mais si on rapproche les deux, alors ces deux fonctions de la canne pour Borrow, on peut se dire que la mémoire est une arme. Elle permet de lutter aussi, de combattre l'ignorance. Elle permet tant de choses. Mais parce que la mémoire permet de comprendre, l'histoire permet de comprendre. Quand en Allemagne de l'Est, pour parler de ce qui nous regarde aujourd'hui, enfin dans Borrow Est-Ouest, si on ne comprend pas la manière dont Staline s'est comporté en Espagne en assassinant, en y allant non pas pour sauver la République espagnole, mais pour assassiner son opposition de gauche, on ne comprendra pas non plus forcément la façon dont il tient absolument à préserver le bloc de l'Est, et on ne comprendra pas Poutine aujourd'hui, qui au fond défend même pas l'Union soviétique de Lénine, mais plutôt la Russie de la Grande Catherine. Donc tout ça, il y a une espèce de sillage, et en fait, c'est ce sillage qui m'importe de décrire. À propos de la mémoire, dans ce nouvel opus des aventures de Borrow, Est-Ouest, en France, c'est la guerre d'Algérie qui occupe le devant de la scène politique et médiatique. Alors d'ailleurs, 1962-2022, l'indépendance de l'Algérie, on en parle aussi beaucoup cette année. Et on revient sur des moments, des temps forts de cette histoire commune qui ont été mal acceptés, mal digérés. Vous reparlez de la tragédie du 17 octobre 61, dont Borrow, votre photographe, est témoin. Ce qu'il vit, écrivez-vous, d'Anne Frank, comparable aux atrocités des fascistes en Espagne, des nazis partout en Europe, des staliniens à Budapest, ce fut une poignée d'Algériens jetés à la Seine, même ceux qui pleuraient parce qu'ils ne savaient pas nager, même la femme ayant perdu son bébé, même les blessés, membres brisés et visages ensanglantés, poussés par les uniformes bleus par-dessus le parapet du pont de Neuilly. Et pourtant, cet événement, cette tragédie du 17 octobre 61 a pris du temps à trouver une place justement dans nos mémoires. Pourquoi ? Malgré cette horreur que vous décrivez, ce degré d'atrocité. D'abord parce qu'il fallait des personnages comme Borrow pour être sur place et photographier, rendre compte, et aussi de parvenir à publier, parce qu'il y a eu des photographes et il y a eu des journalistes qui ont raconté la journée du 17 octobre 1961, qui était donc une manifestation d'Algériens qui s'étaient réunis pour lutter, pour s'opposer, manifester contre le couvre-feu imposé par les autorités. Et ils sont partis de Nanterre et d'ailleurs, et ça a été monstrueux. Ça a été, il y a eu des dizaines de morts, des gens jetés à la Seine, des femmes qui ont été torturées. Enfin, c'était vraiment une abjection totale. Et on a honte, évidemment. On a honte, donc on raconte pas ça. C'est pas l'histoire qu'on raconte. Borrow, par exemple, moi je l'emmène pas en Algérie, je l'emmène pas à Alger parce que je pense qu'il y a tellement de choses à dire sur les porteurs de valises, sur la répression de l'époque, sur en effet cette manifestation qui était absolument odieuse. Ce climat même dans l'Hexagone, cette division. Ce climat très très violent, je veux dire, où il y avait une répression policière absolument énorme contre à la fois les intellectuels qui avaient rallié le FLN, mais aussi les Algériens qui vivaient en France.
qui était en effet, qui n'était pas forcément militant, mais qui était quand même, qui contribuait à cette histoire, ne serait-ce que parce que il donnait de l'argent au FLN. Mais c'était pas tellement, au fond, dans cette vision-là, Borot, ce qui l'intéresse, c'est pas tellement. En fait, il décrit ce qu'il voit, voilà. Et c'est un peu toujours le principe de ces livres, c'est qu'il n'y a pas d'autre leçon à donner, au fond, que de décrire une situation dans ce qu'elle a de magnifique ou dans ce qu'elle a d'horrible. D'autant que là, il baisse son appareil photo. À un moment, il n'arrive même plus à prendre des photos, il regarde et il raconte ce qu'il voit. Il est photographe, reporter photographe, votre héros, votre personnage Borot, d'Anne Frank. Et il semblerait qu'il y ait des images durant cette décennie qui est quand même particulièrement imprimé votre rétine à vous. Même si vous aviez à peine 10 ans à l'époque, vous remontez le fil de l'histoire et on voit et on revit ce jour fatidique que vous racontez, celui de la construction du mur de Berlin. Les miliciens qui déroulaient les rouleaux de barbelés, profitant des ouvertures encore franchissables. Quelques habitants de l'Est tentaient de passer la ligne. Certains, qui avaient été éveillés par le ronflement des moteurs, n'avaient pas eu le temps de s'habiller. Ils traversaient en pyjama. Malgré l'heure avancée de la nuit, les Berlinois de l'Ouest se regroupaient derrière les points de passage, hâtivement condamnés. Une rumeur enflait dans la ville. Il nous encercle. Les minutes passant, les rues s'emplissaient d'une foule à peine éveillée. On tendait la main aux réfractaires qui tentaient de fuir le paradis stalinien avant qu'il ne devienne un enfer véritable. Ces images-là, vous vous en souvenez? Vous les avez eues en tête à ce moment-là, à 10 ans? Non. Ça se voyait à la télé? Non. Simplement, j'ai beaucoup lu, il y a une recherche historique derrière ces descriptions, j'ai beaucoup lu, beaucoup les journaux de l'époque. En fait, les témoignages de l'époque, c'est une leçon que mes livres m'ont appris, c'est que c'est beaucoup plus intéressant de lire, par exemple, ce que les surréalistes pensaient de Cocteau, que de relire l'histoire aujourd'hui à travers les analyses qu'on peut en faire. Et sur le mur de Berlin, de même que sur la baie des Cochons, ou l'enlèvement d'Eichmann, je me suis beaucoup inspiré des journaux, des témoignages de l'époque de vie quotidienne. Et c'est dans cette vie quotidienne de ces gens qui essayent de fuir que je place mes personnages, c'est-à-dire cette jeune pianiste séquestrée et Borot, ainsi qu'un jeune homme amoureux, bref. C'est un mélange, en fait. C'est toujours l'idée de placer des petites histoires dans la grande histoire. Voilà, la petite histoire nous amenant à la grande histoire et réciproquement. Il y a cette discussion, à un moment, cette conversation entre Borot et Camilla, une Espagnole, qu'il va rencontrer, avec qui il va se lier. Et la comparaison est faite entre ce qu'ils vivent à ce moment-là et la guerre d'Espagne. Camilla lui dit « Vous ne croyez pas à la confrontation Est-Ouest ?» Et Borot répond « La grande différence avec l'Espagne, c'est que de 1936, c'est que la bombe atomique n'existait pas alors. Berlin est un baril de poudre. Qui oserait craquer l'allumette ?» Et là, on entend bien l'écho aussi avec la situation actuelle de cette nouvelle guerre froide qui serait née peut-être sur les cendres de la dernière. Mais c'est même tout à fait incroyable. La guerre d'Espagne, c'est une guerre, il n'y a pas en effet d'armement atomique, il n'y a pas de bombe, il n'y a pas non plus de bombes, il y a Guernica quand même, mais je veux dire, on ne parle pas d'armes chimiques, on ne parle pas de nucléaire aujourd'hui, alors qu'au moment de Berlin aussi, c'est-à-dire il y a une confrontation, Berlin était le centre d'une confrontation énorme entre les Américains et les Européens de l'Ouest et le bloc de l'Est. Et c'est vrai que quand vous parlez de Kiev aujourd'hui, et que c'est pareil, quoi. C'est-à-dire que vous avez des réfugiés. Les bombardements à Berlin n'étaient pas, il n'y en avait pas. Je veux dire, en fait, Staline a habillé. Staline a fait ce que Poutine voulait faire. C'est-à-dire, en fait, occuper Berlin, mais par des forces intermédiaires comme le Donbass où il y a des pro-russes, et mettre un fantoche à la place. Ce qu'il a fait d'ailleurs, ce qu'il a fait. Et aujourd'hui, c'est ce qu'il voulait faire en Ukraine, mais pour le moment, il n'y a pas réussi. Et j'espère que ce sera un échec. Sauf que, à un moment donné, la confrontation s'arrête parce qu'il y a la bombe atomique. Et c'est horrible à dire parce que c'est en effet dissuasif, mais c'est dissuasif de quoi ? C'est-à-dire, c'est dissuasif, on intervient un peu, mais pas tout à fait. Moi, je pensais qu'il y aurait des brigades internationales en Ukraine. D'ailleurs, il y en a, ça s'appelle autrement, mais il y a quand même des volontaires. Mais c'est vrai que tout s'arrête à la porte de cette confrontation nucléaire, de la même manière qu'en 61, déjà, et à la baie des Cochons aussi, les adversités s'arrêtaient là, voilà.
On comprend pourquoi vous avez ressorti votre personnage de Borrow toutes ces années après, pour raconter ce moment-là que nous vivons, cette angoisse qui était peut-être latente déjà pour vous il y a 2 ans, et la forme qu'a donc choisi l'expression de tout cela. Vous avez dit aussi, d'Anne Frank, l'écriture, c'est quand même un mélange de narcissisme et de doute extraordinaire. Et je trouve cette formule très honnête. Comment se manifeste ce doute-là dans votre écriture à vous? Comment faire pour que ce doute-là ne soit pas un frein? Quel est ce rapport de force entre le doute et l'écriture, justement, et l'élan? Le narcissisme, en fait, c'est lié au doute. C'est que, en fait, la partie narcissique de l'écriture, pour moi, elle tient de ceci que on ne peut pas ne pas être content de sa phrase. Quand on est content de sa phrase, c'est une forme de narcissisme. C'est l'euphonie, c'est ce que raconte d'ailleurs très bien Flaubert, c'est le rapport au style. Mais pour arriver là, c'est-à-dire pour faire une page qui vous plaise, c'est très angoissant, c'est plein de doutes parce que vous ne savez pas si ça doit être là, si ça doit être ailleurs, si ça doit être écrit comme ça, si ça doit être écrit autrement, si il n'y a pas de mécanisme dans l'écriture, il n'y a pas de... La seule règle, c'est d'écrire bien, ça évidemment, et quand on fait un livre comme Borrow, où c'est vraiment le principe, c'est de respecter encore une fois cette règle dont je parlais tout à l'heure, règle énoncée par Dumas, qu'il a énoncée très bien sur le roman populaire et les séries d'aujourd'hui, qui sont devenues les séries d'aujourd'hui. Mais d'ailleurs, sur vos styles, vous aviez cette jolie formule dans ce prologue. Vous disiez que Borrow appartenait à un troisième auteur qui n'est ni tout à fait vous, ni tout à fait votre, qui était un mélange de vos 2 styles, le sien d'une richesse inouïe, écriviez-vous, et le vôtre sec et concis. Vous avez aussi appris par cette complicité à travailler vos styles. Mais ce que j'essaie de comprendre, c'est que pour vous, écrire, d'Anne Frank, ça vous fait du bien, ou c'est un moment un peu difficile? Parce que vous racontiez avec la séparation prix Renaudot en 91, vouloir écrire le roman de tous ceux et de toutes celles qui, de votre génération, avaient été confrontés à une vraie rupture. On avait cette idée, ce sentiment que l'écriture répare à ce moment-là, ou en tout cas parfois dans votre vie, vous qui êtes un bolémique d'écriture. Mais ça vous fait du bien d'écrire? Je ne peux pas faire autrement et je sais faire que ça. En gros, c'est comme une espèce... c'est une identité, en fait. Mais c'est vrai que, oui, ça m'est absolument nécessaire. Mais simplement, moi, j'ai plusieurs porte-plumes. Je fais des livres différents, je fais des scénarios, des choses différentes. Et il y a un jeu, quand même. Il y a un jeu dans l'écriture. Moi, franchement, je n'ai pas le sentiment de me prendre au sérieux quand j'écris. Et justement, une des raisons pour lesquelles je me prends pas au sérieux, c'est que je change. Voilà, à un moment donné, j'en ai assez. Si j'ai, par exemple, Borrow, j'ai pu en avoir assez au bout de 200 pages et je suis passé à autre chose et je suis revenu. Ça nous donne du recul, ça nous permet aussi de multiplier les langages et de dire des choses. Voilà, on peut ne pas se prendre au sérieux et prendre quand même la littérature très au sérieux. Bien sûr. Merci beaucoup à vous, d'Anne Frank, d'avoir été avec nous. Borrow Est-Ouest, c'est chez Fayard-Grasset. Franck et Vautrin, voilà pour la signature de ce nouvel opus des aventures de Borrow. Merci. Merci à vous. France Culture, l'esprit d'ouverture.